Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du mercredi 27 avril 2022. Comme d'habitude, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et aujourd'hui, toujours des investisseurs qui scrutent attentivement les résultats des entreprises qui sont accueillis un peu de manière mitigée ces derniers jours, notamment pour certaines valeurs technologiques qui ont quand même plombé euh, Wall Street hier avant la publication de Microsoft et Google. Le Nasdaq a quand même perdu plus de 3%. On se trouve actuellement quand même sur des gros niveaux clés sur le Nasdaq. On fera le point dans la partie macro juste après. Mais des investisseurs qui s'inquiètent toujours finalement du ralentissement de la croissance économique mondiale et d'une politique plus agressive de la Fed pour lutter contre l'inflation. Donc forcément, ça impacte les valeurs de croissance. En amont de la publication après clôture de leurs résultats trimestriels, effectivement, Alphabet et Microsoft ont chuté de près de 4%, confirmant finalement la tendance des dernières semaines, lors desquelles les valeurs à forte croissance ont décliné, avec la perspective que le relèvement des taux d'intérêt pèse sur leurs bénéfices. Donc, on a eu la publication de ces sociétés après la clôture. Reste à savoir maintenant comment les investisseurs vont digérer les résultats, mais globalement, après clôture, Microsoft enregistrait des gains et en revanche, Alphabet continuait de chuter avec des résultats jugés décevants. Donc globalement, pour l'instant, sur les deux grosses big tech, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, très clairement. À Microsoft qui résiste et Alphabet qui semble finalement s'enfoncer un peu plus. Maintenant, reste à savoir, cet après-midi, je vois que le Nasdaq est vert sur les futurs, comment les investisseurs, à tête reposée, j'ai envie de dire, vont réagir sur les marchés. Mais globalement, toujours des valeurs de croissance qui restent sous pression. Maintenant, le solide début de la saison des résultats a été éclipsé aussi par les mesures de confinement imposées en Chine face au Covid-19 et par le resserrement tant attendu de la politique des principales banques centrales mondiales du fait de la flambée de l'inflation. Donc en plus, vendredi, on a des données macro très importantes à surveiller sur l'inflation. Et la semaine prochaine, la fameuse réunion de la Fed. Donc là, une fin de semaine assez chargée, que ce soit en résultats d'entreprise, euh, autant macro, et la semaine prochaine débutera assez fort avec la réunion de la Fed et le relèvement d'un demi-point de base de son principal taux directeur. Ensuite, on a quand même Tesla qui a aussi plongé de 12% pour le coup. Ça a pesé lourdement sur le S&P 500 et le Nasdaq. Les investisseurs finalement craignent que le patron de Tesla vende une partie de ses actions afin de contribuer au financement de son rachat de Twitter pour quand même la modique somme de 44 milliards de dollars. Maintenant, on a environ un tiers des compagnies du S&P 500 qui publient d'ici la fin de la semaine leurs résultats trimestriels, dont les géants technologiques. Et après Microsoft et Apple hier, on attendra surtout impatiemment les résultats surtout de Apple, mais aussi d'Amazon publiés, qui seront publiés en tout cas après la clôture jeudi. Ce matin, en Europe, globalement, on résiste plutôt bien, je trouve. On a ouvert en baisse, on reprend un peu de la hauteur. Les bas de range évoqués dans la partie technique tiennent toujours. Donc, sentiment que le marché n'a finalement pas envie de lâcher, en tout cas pas maintenant en Europe. On a toujours une séance qui est marquée par une pluie de résultats de société sur fond quand même de préoccupations persistantes sur l'économie et notamment la guerre en Ukraine. Et, on a eu quelques annonces entre hier et ce matin, notamment de Gazprom qui a complètement interrompu ses livraisons de gaz à la Bulgarie et à la Pologne pour défaut des livraisons en roubles.
effectivement, le géant de l'énergie, et notamment la Russie, évoquait qu'il voulait recevoir les paiements du gaz et du pétrole en roubles et non pas en euros comme c'était le cas avant. Et donc cette décision qui a quand même fait grimper le prix du gaz en Europe de plus de 10% hier marque une certaine escalade majeure de Moscou qui exige maintenant des pays, comme vous le savez, jugés inamicaux, un paiement des livraisons en roubles, en représailles justement aux sanctions occidentales imposées pour son offensive en Ukraine. Donc là aussi, finalement, on a l'impression que la voie diplomatique, en tout cas, reste ouverte, mais que les Européens, l'Ukraine et la Russie ont quand même du mal à trouver un accord concernant la situation et sur ce qui se passe en Ukraine. Et donc forcément, ça pèse sur le moral des investisseurs. Et les incertitudes déjà sur les livraisons de gaz russes s'ajoutent à celles sur le ralentissement économique mondial et le resserrement monétaire et la crise sanitaire en Chine. Donc effectivement, on a le sentiment qu'on a un cocktail qui est quand même pas très bon pour les marchés actuellement. On a pas mal de craintes, d'inquiétudes. Je trouve que le marché résiste quand même plutôt bien, notamment en Europe. Mais effectivement, ce serait plutôt bien qu'on réussisse à trouver un atterrissage, si vous voulez, contrôlé. Je dirais peut-être pas en douceur, ça paraît un peu complexe, mais un atterrissage contrôlé dans tous ces chocs qui alimentent actuellement et ces tensions qui alimentent les marchés. Car auquel cas, si on a un de ces éléments-là qui devrait un peu, qui serait amené à s'amplifier, on pourrait avoir un dérapage, je pense, non contrôlé sur les indices, et donc derrière une poursuite de la baisse. Dans la partie macro, ici nous avons l'indicateur de Warren Buffett qui mesure la capitalisation boursière mondiale par rapport au PIB mondial. Donc, je vous ai déjà présenté ce graphique à de nombreuses reprises par le passé. Très intéressant et très pertinent dans le sens où Warren Buffett, si vous voulez, à travers cet indicateur, explique qu'au-dessus du seuil de 100%, ça devient un peu problématique et que les marchés financiers entrent en territoire de bulle. Donc là, on constate quand même que les valorisations des actions mondiales ont déjà fortement chuté. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais même ainsi, la capitalisation boursière mondiale est quand même toujours de 127% du PIB mondial. Donc bien au-dessus du seuil de 100%, qui, comme je vous le disais, selon Warren Buffett, était problématique. Effectivement, la dernière fois qu'on était monté aussi haut, c'était durant la crise des subprimes en 2007-2008, et on n'avait jamais atteint ce niveau-là auparavant. On n'était pas revenu tester ce niveau, à part en 2020, 2021, mais là on était vraiment dans une nouvelle ère. Je vous disais que on pouvait très bien monter à 130, 140, voire même 150, dans le sens où comparer cet indicateur en 2021 et le comparer en 2007 était certes intéressant, mais n'était pas aussi pertinent qu'en 2008, où là, pour le coup, vraiment, les signaux d'alarme commençaient à sonner, à se déclencher. Et là, en revanche, on faisait face en fait à des injections massives de liquidités qui amènent finalement une déstructuration, j'ai envie de dire, des ratios boursiers, mais même concernant les valorisations des entreprises. Et effectivement, quand les banquiers centraux ont mis sur la table plus de 10 000 milliards de dollars, forcément on est rentré dans une nouvelle ère et on a atteint des niveaux records sur cet indicateur. Néanmoins, quand même toujours pertinent de voir que les marchés corrigent et que souvent, comme toujours en bourse, les excès engendrent des excès. Donc on a eu un excès haussier, on était passé
seulement 80% après la chute liée au Covid, a quasiment doublé à 140%. Donc il est normal maintenant que on assiste à une phase, à un repli. En tout cas, ça commence à se dégonfler. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose, très clairement, pour que le marché puisse repartir dans une tendance saine. Car on avait quand même pas mal d'actifs qui évoluaient dans des tendances paraboliques. Et généralement, comme on le dit souvent, les arbres ne vont pas jusqu'au ciel. Et derrière, ça peut créer des accidents. Donc, effectivement, on a eu des accidents de marché. C'est en train de se dégonfler. Et on pourrait même, je pense, aller un peu plus bas. L'idéal serait de revenir sous les 120%, se stabiliser par ici, 120, 115, pour derrière pouvoir repartir, comme je vous le disais, dans une tendance un peu plus saine et soutenable, en tout cas à long terme, ce qui n'était pas le cas depuis maintenant le crack lié au Covid. Et effectivement, tout porte à croire, en tout cas d'un point de vue technique, le ratio capitalisation boursière par rapport au PIB mondial pourrait continuer à se dégonfler, dans le sens où ici on a l'évolution du Nasdaq par rapport au S&P 500. Donc on constate très clairement que depuis 2012 jusqu'à début 2022, le Nasdaq a très largement surperformé le S&P 500 avec des signaux à chaque fois très propres pour les trend followers. Vous voyez ici les breakouts des anciens plus hauts à chaque fois, donc ça donnait quand même une belle accélération haussière. Et maintenant, le Nasdaq bat de l'aile et c'est l'indice le moins performant, celui qui sous-performe. Et donc, ce graphique émet l'hypothèse, comparant le Nasdaq par rapport au S&P 500, que finalement la correction n'est peut-être pas terminée et qu'on pourrait avoir une chute encore un peu plus profonde sur le Nasdaq. Effectivement, comme vous voyez ici, on a un énorme double top qui s'est formé et on est venu casser la ligne de coût. Donc effectivement, si on reporte la hauteur, les valeurs de croissance, les valeurs technologiques pourraient continuer de sous-performer d'autres secteurs durant encore quelques semaines, voire quelques mois. Maintenant, si on regarde vraiment l'indice, je l'évoquais hier dans un tweet, deux scénarios sont possibles. On est actuellement sur le Nasdaq sur des gros niveaux de support, sur l'ancien plus bas qu'on avait tapé il y a quelques semaines avant de remonter assez violemment. Et donc, deux scénarios pour moi. Celui-là est précurseur, effectivement, annonce une poursuite de la correction des valeurs technologiques. Mais si on regarde véritablement l'indice, pour l'heure, on est sur un niveau de support. Et donc, soit scénario 1, pour moi, ce serait une phase de trading range entre environ les 13 065 et le niveau un peu au-dessus vers les 13 400. Sinon, correction à venir en ABC. Effectivement, on a fait un top, on a recorrigé, on est remonté au-dessus quasiment avant de retomber. Et on a retracé les 61,8 si vous voulez. On a fait le sommet, correction, 61,8 et là on se retrouve sur les précédents plus bas. Donc, effectivement, derrière, à surveiller avec Apple et Amazon, mais en cas de déception, une correction en ABC est envisageable. Et dans ce cas-là, ça confirmerait vraiment ce scénario, à mon avis, qui suggère tout simplement une sous-performance du du Nasdaq 100 par rapport au S&P 500. Donc un nouveau déclin à venir et par conséquent, ça renforce l'hypothèse aussi qu'on ait de nouveau un dégonflement du ratio capitalisation boursière mondiale par rapport au PIB mondial, sachant que les valeurs technologiques représentent, alors quand c'était à 11 000 milliards de dollars, elles représentaient quasiment 9% de la capitalisation boursière. Pour rappel, les Fangman, je vous ai présenté un graphique en début de semaine en vous disant qu'on était à 11 000 milliards de capitalisation boursière, on est retombé à 8,5. On a quasiment 2500 milliards qui se sont évaporés, un peu plus de 2500 milliards. Et ces valeurs-là, les Fangman,
Facebook, Meta, Google, Amazon, euh, Apple représentent à elles seules entre 7 et 9% de la capitalisation boursière mondiale. Donc forcément, en cas de déception, ces valeurs devraient corriger et par conséquent, comme elles ont un poids assez conséquent dans la capitalisation boursière mondiale, eh bien ça devrait faire encore dégonfler le fameux ratio qu'on vient de voir de Warren Buffett. Concernant la partie technique, le CAC résiste plutôt bien. Finalement, c'est fait, le gap est comblé. Vous voyez, on avait ce petit trou d'air, pour moi c'était le niveau à aller chercher. On n'avait pas réussi hier à venir combler ce niveau. Et ce matin, c'est chose faite. Voilà. Donc on a fait une excès sur mèche, on réintègre. Pour l'heure, toujours pas de vente tant que je n'ai pas une cassure des 6380. Ça, c'est le niveau clé à surveiller. Presque envie d'être acheteur. Bon, certains avaient peut-être tenté ici. Hier, c'est vrai que je vous disais que je visais quand même ce comblement du gap à 6570. Malheureusement, c'est retombé derrière. Bon, le pire n'est pas certain. Le range tient, on est venu combler ce trou d'air. Effectivement, je passerai baissier sur le CAC 40 si on break les 6380. C'est le niveau pivot clé à défendre pour les acheteurs. Sous ce niveau, effectivement, je commencerai à chercher des ventes. Pour l'heure, on est toujours dans un range, ça tient, on est venu combler ce fameux trou d'air, et donc le marché pourrait effectivement commencer à rebondir. J'aime bien le chandelier qu'on a formé ici, très clairement. On a ce qu'on appelle un joli marteau. Voilà, donc un chandelier intéressant. Pourquoi pas tenter un achat avec prudence quand même, en faisant attention à l'effet de levier. Mais j'aime bien cette configuration qu'on a là, finalement, la bande de base du range qui semble plutôt bien résister. Et par conséquent, derrière, un chandelier de retournement assez intéressant, qui pourrait marquer la fin de la baisse à court terme. Donc là, l'objectif resterait le même, finalement, ce serait toujours d'aller chercher en TP1 les 6570. Donc le milieu de range, et si on casse ce niveau, eh bien on verra pour aller chercher un peu plus haut. Mais pour l'heure, les acheteurs ne lâchent rien, ce niveau tient, et à voir d'ici à 15h30 à l'ouverture comment vont un peu digérer les investisseurs américains les résultats des sociétés des big tech. Mais si on a une bonne tenue des indices, je pense que le CAC 40 pourrait finalement reprendre de la hauteur et réussir à venir combler ce gap-là dans un premier temps. Le DAX, c'est la même chose, seulement qu'on est quand même allé un peu plus bas. Je trouve que la structure est pas aussi propre que sur le CAC. On est venu taper un niveau de support ce matin, on n'avait pas de trou d'air à venir combler. Potentiellement une borne basse de canal, effectivement, sur excès. Je vais plutôt partir dans ce scénario plutôt qu'un range. Voilà. Donc, un niveau de prix quand même assez important. Effectivement, on est tapé l'ancien sommet de 2020 sur mèche, pareil, sur excès. Bon, il n'y avait pas vraiment de gap à combler pour le coup ici, comme pour le CAC 40. Mais pareil, ça tient. Donc derrière, je me montrerai plus prudent, effectivement, si on a une clôture sous les 13 740. Le DAX sous-performe quand même le CAC 40. J'ai l'impression que c'est l'indice le plus faible. Donc si vous êtes acheteur, allez plutôt sur le CAC. Et au contraire, si vous avez un plan en tête à la vente, allez sur le DAX. Vous voyez que le CAC est toujours dans un range, alors que le DAX, lui, est parti dans un canal baissier. Donc, meilleure tenue du CAC 40, par conséquent, privilégiez les plans acheteurs sur le CAC et les plans vendeurs sur le DAX. Maintenant, si ça tient, l'idéal, là, pareil, c'est de nouveau d'aller chercher les 14 130. Venir le plan, si finalement ça tient et qu'on a une bonne tenue,
revenir, combler ce gap et prendre appui sur la MM50. Sinon, la structure à court terme est exactement la même que sur le CAC. On a tapé le niveau, on a fait un excès, on est remonté. La zone de 2020 a tenu avec un premier marteau. Donc là, pareil, pas de plan swing, plutôt de l'intraday, je me dis. Pas trop envie de rester en swing avec autant de résultats de société qui sont qu'il y a tout au long de la semaine. Par conséquent, plutôt des plans intraday. On peut garder en swing si on a suffisamment de marge. Et là, l'idéal, pareil, ce serait de remonter dans un premier temps, voilà, combler ce gap et prendre appui sur la MM50. Le Dow Jones, le rebond sur zone a été vendu parfaitement finalement. C'était un peu le plan qu'on évoquait hier. Je vous disais effectivement, on a cette belle zone qui tient. Pareil, j'avais pas envie de mettre en place un plan swing juste avant les résultats de Microsoft et d'Alphabet, Google. Je vous disais pareil, plutôt un plan intraday. On avait fait un énorme pullback ici. On était sous cette zone-là. Je trouvais que c'était le retracement de 38,2. Ça me paraissait intéressant effectivement de tenter une vente sur signal, mais en intraday pour prendre quelques points. Bon, au final, l'indice a offert quand même une belle baisse. Peut-être que certains d'entre vous ont réussi à profiter de ce rebond sur zone pour vendre. Maintenant, je suis assez neutre. Sur le Dow Jones, très honnêtement, je suis neutre. Je vous l'accorde, l'objectif théorique de ce double top, c'est plus bas, c'est les 33 000. Mais on a quand même bien baissé en seulement 4-5 séances. Et j'attends de voir la suite. Voilà. J'attends de voir comment les opérateurs vont digérer les résultats de Microsoft. On a aussi Apple. Donc là, pour l'instant, assez neutre. Si on regarde sur les futurs, bon, on se situe un peu au milieu de nulle part. Effectivement, il y avait une belle vente à effectuer ici. Maintenant, à l'achat, plutôt un biais haussier de court terme, vraiment de très court terme. Peut-être qu'on peut de nouveau avoir un rebond. Regardons un peu la tête des futurs. Mais effectivement, bon, là je trouve qu'on se situe un peu au milieu de nulle part. L'objectif, lui, a quasiment été atteint. Pour moi, l'idéal serait de retourner un peu plus bas vers les 32 800, 32 900 pour tenter de nouveau des achats. Effectivement, c'est un niveau de prix qui va m'intéresser, 32 008, 32 009. Donc pour des achats ici, pour un rebond, je suis intéressé. Maintenant, je trouve que c'est peut-être un peu tard. Une divergence. Effectivement, après la belle dégringolade, on a une divergence haussière qui est en train de se former. Juste ici. Après, le ratio n'est pas top. Dans le sens où, même si elle se valide, on va casser ici. Et pour aller chercher les 50%, ça me paraît un peu compliqué d'aller chercher ce niveau, sachant qu'on a la zone. Et donc, pour moi, au mieux, j'irai chercher cette zone une nouvelle fois. Voilà. Donc là, voilà pourquoi je suis neutre, très clairement, sur le Dow Jones pour l'instant. Autant ici, où là, on a des très beaux niveaux, autant là, je suis pas fan. Voilà. Si on remonte un peu sur cette zone, eh bien, pourquoi pas remettre en place un plan vendeur, une nouvelle fois, sur signal, comme ce fut le cas ici. Et à l'inverse, si la baisse est amenée à se poursuivre, dans ce cas-là, je commencerai à m'intéresser pour tenter un rebond un peu plus conséquent sur ce niveau-là. 32 900, 32 800. Pour moi, on a un beau niveau. Mais là, pour l'instant, j'ai envie de dire balle au centre. Donc, je reste à l'écart. L'euro-dollar qui continue de s'enfoncer, casse nos zones. Bon, toujours pas de changer de retournement. Donc, on avait identifié la zone. Je m'attendais forcément quand même à une réaction sur cette zone. Mais absolument pas, au final. Et toujours pas de changer de retournement. Donc, le plan de la semaine un peu sur l'euro-dollar, c'est invalidé pour l'heure. Et je vais attendre la zone suivante. En fait, je pense qu'on va attendre les 1,0520. Sûrement la meilleure chose à faire.
ici. Tac, voilà, parfait. J'attends de voir quand même si on va réussir à clôturer au-dessus de ce support en weekly, mais là, parti comme ça, effectivement, là, la zone qui va m'intéresser, c'est ce niveau-là. Et là, pour le coup, je serais intéressé pour chercher des achats, effectivement. Donc patience encore sur l'euro-dollar. Pour l'instant, c'est en chute libre. La baisse ne faiblit pas, la pression vendeuse non plus. On sort par le bas d'un canal baissier, on casse des supports, on n'a toujours pas de changement de retournement. Si vous êtes vendeur, tant mieux. Eh bien, j'espère que vous êtes dans le train et profitez de cette belle accélération baissière. Pour les autres, bon, je trouve que vendre ici, peut-être que je me trompe, hein, mais je trouve ça peut-être un peu tard après une telle accélération. Rechercher des ventes sur rebond, oui, mais sur cassure de support, après une telle accélération, je suis un peu plus frileux dans ce plan de trading-là. Donc, 1,0520, prochaine zone, sauf si on fait une belle remontée au-dessus de ce niveau de support intermédiaire. Et pour l'heure, voilà, pour moi, l'idéal, ce serait vraiment de... Là, on a une zone mensuelle, hein, clairement. Autant là, c'est des niveaux... Ça, c'est un niveau de support intermédiaire. Ça, c'était quand même un niveau de support hebdo. Mais là, c'est une zone trimestrielle, voire même mensuelle sur l'euro-dollar. Donc là, forcément, il y aura quelque chose à faire ici, au moins pour jouer un rebond technique sur ce niveau clé. Maintenant, en données 4 heures, malheureusement, la dégringolade se poursuit. Voilà. On a identifié une belle zone. Voyons voir si on parvient à reconquérir. Mais dans ce cas de figure-là, pour l'instant, les vendeurs gardent la main, c'est baissier. Bon, bah, j'attends l'euro-dollar quasiment 100 pips plus bas pour le coup, derrière, jouer un joli rebond. Le GBP-USD, c'est pareil, il continue de s'enfoncer, très étonné que la zone est complètement lâchée. Pour le coup, je pensais vraiment qu'on aurait eu une belle réaction sur cette zone, mais on plonge un peu plus bas. On plonge un peu plus bas et on va chercher un deuxième niveau de support intermédiaire. Mais c'est vrai que là aussi, c'est une grosse dégringolade en cours. Aucun changement de retournement pour l'heure. Et à mon avis, une zone intermédiaire. On a une petite zone intermédiaire vers les 1,25, 40, 1,25. On est venu taper le haut de zone. Zone intermédiaire qui est juste ici. Mais je m'attendais vraiment à une réaction au moins sur support avant de casser. Là, on vient quand même de perdre quasiment 500 pips en ligne droite. C'est quand même assez énorme, je trouve. En l'espace de 4 séances, c'est ça, on perd 4%, 530 pips. C'est énorme. C'est énorme. C'est ultra baissier pour le coup. Mais selon moi, il y a un rebond technique qui va se mettre en place bientôt sur cette paire. Donc, je surveille les zones. Celle-là a cédé. On a une deuxième zone ici. Malheureusement, toujours pas de joli chandelier de retournement. À surveiller. Là, on est en train de se stabiliser en formant des doji. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de doji tout le long, principalement des bougies flux directionnelles assez baissières. Et là, on a tapé la zone et on commence à se stabiliser avec des doji. Potentiellement, un début de stabilisation qui pourrait permettre derrière d'offrir un rebond technique. Mais pareil, sur cette zone-là, je visais les 1,2860. Donc ici, si on a un rebond technique, je vise 1,27, pas plus. Et malheureusement, pas de divergence. Non, je ne crois pas. Peut-être que je me trompe. Ah si, divergence, autant pour moi.
autant pour moi, on a une jolie divergence qui est en train de se former. Donc là, ça peut être intéressant. On a un début de signal haussier. Les divergences nous dit quand même 50% de la dernière vague de baisse. Ça me paraît un peu beaucoup. 38,2, ça me paraît pas mal. 50, plus compliqué. Mais belle divergence en cours de formation à surveiller. Si le RSI sort de cette zone de survente, la divergence sera validée. Et dans ce cas-là, rentrer pour jouer le rebond technique avec un stop loss. Allez, un peu par ici, sous le bas de la zone. Et viser TP1, 1,2740. Voilà le plan sur cette paire. GBP AUD, je crois que tout le monde s'est fait sortir ABE. Ça retombe, même celles et ceux qui étaient rentrés ici ou là. On avait remonté le stop à break-even au même niveau que celles et ceux qui étaient rentrés par ici. Bon, ça se dégrade, ça retombe, tant pis. On a quand même pris des bénéfices ici. Je vous disais de prendre quelques gains étant donné que on se rapprochait de l'AMM. C'était l'objectif, hein, l'AMM 50, 38,2, mais avec cette grosse mèche derrière. Bon, c'était voilà, on était grosse mèche qui était venue taper les bornes hautes de notre canal. Derrière, ça retombe. Je pense que fin du suivi sur cette paire, on aura juste eu un mini TP1. Un mini TP1 et derrière sortie à BE. Donc fin du suivi sur cette paire. L'AUD yen. L'AUD yen, le TP1 a été fait, on a abaissé le stop. Et pareil, bien clôturé sous Kijun. On évoquait hier l'élargissement de sommet en données horaires à surveiller pour accélérer à la baisse. Bon, vous voyez, ça a parfaitement fonctionné, hein, grosse accélération. Peut-être que certains en ont profité pour se payer une nouvelle fois. Pas interdit, je vise toujours un peu plus bas. En données 4 heures, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir ajuster mon stop loss. J'ai presque envie de le mettre un peu plus bas maintenant, le stop loss. Là, l'élément qui me dérange, c'est les divergences haussières qu'on tente de valider. Vous voyez, en données 4 heures. Voilà pourquoi ce qu'on va faire, on va ajuster. On va baisser le stop loss. Étant donné qu'on a pris un TP1, on va le mettre ici, au-dessus des anciens plus hauts. En stop win, je crois qu'on l'avait mis en stop loss break-even. Donc là, léger stop win, le TP1 a été pris et on guettera cette divergence 4 heures qui est en train de se former, qui tente d'être validée. Pour l'instant, elle n'est pas validée, c'est limite. Et si elle est validée, bon, à vous de voir si vous préférez sortir complètement du trade ou prendre le risque qu'elle soit invalidée. Donc, je trouve que le flux est quand même baissier. J'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous dire que si cette divergence, si elle est validée, ça va retracer ou pas. Pour l'instant, on n'a pas réussi à reconquérir des gros niveaux. Vous voyez que la MM200, là, on a rebondi dessus, break, pullback, c'est limite. On n'a pas réussi à la reconquérir en données 4 heures. Ça reste baissier en données horaires. Et en données daily, ce que j'aime bien, c'est qu'on a cassé la ligne des 50 à la baisse. Donc tant que le niveau des 50 n'est pas repris à la hausse, je considère que les vendeurs gardent la main. Voilà. Effectivement, si on repasse au-dessus des 50, ça va me déranger. Ça va commencer à me déranger. Je me dirais, bon, il faudra peut-être sortir complètement du trade. Mais là, 4 heures sous M200, ici sous le niveau des 50, donc pression baissière toujours présente. Pour l'instant, je reste dans ce plan pour viser toujours un TP2 entre 38,2 et MM50. Voilà le plan. Enfin, le plan n'a pas changé, c'est toujours là. Pour l'instant, ça tient. Et les niveaux de résistance évoqués n'ont pas été reconquises par les acheteurs. L'euro CHF, suivi, même si c'est un plan qui a été donné un peu tardivement, je trouve, autant pour moi, mais la structure reste toujours intéressante et toujours belle. Rien à ajouter, hein. J'évoquais avec vous la zone de polarité avec le gap qu'on avait fait lundi à la hausse, l'avalement baissier sur borne haute de triangle. Pour moi, c'était vraiment un setup très beau sur cette paire. Bon, là, un TP1 soit ici, entre ces deux niveaux.
tout dépend d'où vous êtes rentré. Peut-être commencer à baisser le stop loss, diminuer le risque, ça c'est pas interdit, je pense. Pour celles et ceux qui sont rentrés tardivement, à baisser le stop loss par ici. Voilà. Ça me paraît pas mal. On a cassé ce niveau, ça reprend pas, donc baisser le stop loss, ça diminue déjà le risque. Et puis derrière, espérer aller chercher ce niveau-là. L'idéal, selon moi, c'est l'oblique. En fait. Venir prendre un TP1 ici, enfin, une fois qu'on aura touché l'oblique, et d'attendre derrière de voir si les vendeurs enfoncent le clou ou pas. Et si c'est le cas, pourquoi pas mettre un renfort, et derrière ça offrirait quand même une jolie position en swing avec potentiellement un retour sur la parité. Le gold, il résiste, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, rien n'est fait. On est sur le fil du rasoir, comme toujours. J'ai réajusté le range. Ishimoku me confirmait mon sentiment. Je vous disais que je pensais qu'il fallait réajuster le range, même si, bien évidemment, j'aurais préféré qu'on tienne les 1910-1900. Mais là, en reprenant la dernière vague de hausse, en voyant que la borne haute s'aligne parfaitement avec les 23,6 et la borne basse avec les 61,8, et qu'on a une accumulation de mèches ici, et là, de nouveau là, voilà, je me devais de réajuster le range. Finalement, le nuage a twisté entre-temps, ce qui indique potentiellement une phase de latéralisation du marché. En tout cas, un nuage orienté à la hausse, tendance haussière, à la baisse, et un nuage qui commence à se mettre à plat. Une phase de stabilisation, voire de consolidation. Donc soit dans un range, soit dans un triangle. En tout cas, un marché qui n'évolue pas en tendance, ni à la hausse ni à la baisse, plutôt une tendance latérale. Donc là, ça pourrait être le cas sur le métal jaune. Pour l'instant, je note pas de signal de retournement vraiment violent. J'aimerais qu'on repasse au-dessus des 1910 pour tenter un achat, sauf si chandelier puissant chandelier de retournement entre temps. Clôture dans 33 minutes, bon, à suivre. Là, on a le sentiment ce matin qu'on est venu faire une chasse au stop. Alors, on a fait une grosse mèche basse, et là on remonte. J'ai pas d'éléments m'indiquant, j'ai pas d'éléments suffisants m'indiquant qu'on va avoir une forte reprise haussière. Bon, on est en train de former un marteau aussi, ça peut être un bon point. Donc à voir d'ici 33 minutes si on forme un joli marteau ou pas. Mais pour moi, je serais plus serein si on repasse au-dessus des 1910 pour tenter de nouveau un achat. Est-ce que en données horaires, on a un range. On a un range, voilà. Le range. Donc achat en bas, vente en haut. Bon, si certains ont tenté ici l'achat ce matin, pourquoi pas. C'est assez risqué, mais pourquoi pas. Pour le coup, je serais plus à l'aise d'attendre la cassure à nouveau des 1910 qui validerait derrière la sortie du range dans lequel on évolue depuis le début de la semaine. Et donc effectivement, une sortie par le haut, ce serait idéal, ça confirmerait notre range daily. Et là, pourquoi pas tenter un achat et placer un stop loss soit au milieu du range, soit sous les plus bas. Voilà le plan à suivre cette semaine. Notamment avec les données macro qui vont être publiées sur l'inflation vendredi, ça peut donner un coup de boost à l'once d'or. Le Brent, le Brent qui reprend un peu de hauteur, non pas du tout, enfin c'était hier, mais qui ne fait plus rien ce matin. Bon, qui a été dopé effectivement hier suite
la Russie qui a un peu montré les muscles en disant qu'elle n'acceptait plus les paiements, enfin qu'elle acceptait dorénavant que les paiements en roubles pour son gaz. Donc effectivement, ça a dopé le pétrole, mais ça végète. Globalement, on reste toujours dans ce triangle assez neutre. Je tenterai pas un achat maintenant, pas au-dessus de la M50, une vente non plus. Je reste à l'écart. Voilà, je reste à l'écart et je pense qu'on va attendre patiemment la sortie de ce gros triangle qu'on est en train de former ici. Je vais même enlever ce canal qui n'est plus très pertinent et rester sur ce genre de figure. Donc à suivre. Bien évidemment, si on arrive au bout de l'apex, invalidation du triangle. Là, il faut qu'on sorte assez rapidement. Plus les prix se rapprochent de l'apex, plus la probabilité est forte qu'on ait un dysfonctionnement de cette figure. Par conséquent, rien ne presse sur le pétrole, ça consolide, les plus agressifs tenteront des achats en bas, d'autres peut-être en haut, des ventes, je parle bien des ventes en haut, des achats en bas, et les plus patients attendront, je pense, sagement la sortie de ce triangle pour mettre en place un plan de trading. Voilà, mais pour l'heure, comme je vous le disais, les amplitudes diminuent de plus en plus, baisse de la volatilité, qui se traduit par une baisse des volumes elle aussi. Par conséquent, rien ne presse. Rien ne presse sur le pétrole. On attendra d'avoir un retour des volumes. Un retour des volumes, une bougie flux, une cassure de support ou de résistance pour enfin mettre en place un plan de trading qui, je pense, devrait quand même offrir une bonne stratégie swing derrière. Le light, c'est exactement la même chose, seulement que le light, j'ai un peu du mal à savoir dans quelle catégorie je le mets. Range ou triangle. Pour l'instant, on est quand même plus dans un scénario de triangle, comme sur le Brent. Ici, un triangle descendant. Et on est au milieu de ce triangle. Donc rien à faire aussi. Soit on tente des achats agressifs ici si on est amené à y retourner. Des ventes, bon, ce serait quand même mieux de remonter un peu plus haut. Mais entre-temps, pas grand-chose à faire, très honnêtement. Peu de mouvement, peu de flux, peu d'action. Allons là où il y a de l'action, là où il y a du flux. C'est le cas actuellement sur les indices, c'est le cas sur le Forex. Faut profiter, voilà, faut jongler entre les différents actifs pour profiter vraiment des flux, des tendances à venir et ne pas rester coincé sur des actifs où il ne se passe rien, qui sont un peu piégeux, vaseux, ce qui est le cas du pétrole. Voilà, on a eu beaucoup d'actions pendant quelques semaines. Maintenant, on a le sentiment que voilà, le jouet est un peu fatigué et qu'il a besoin de souffler un peu avant de repartir dans un sens ou dans l'autre, mais un sens assez directionnel à mon sens lorsqu'on aura une sortie, une rupture d'une des deux bornes. Le Bitcoin qui finalement, comme le Nasdaq hier, a bien chuté, 5% je crois, ouais, 5%, pullback sur la bande basse de l'ancien range, ça se dégrade. On végétait quand même depuis pas mal de temps dans ce range, cassure par le bas. Bon, je suis pas fan très clairement de la structure. Enfin, on a une dégradation de la tendance très clairement. Autant là on était sur le fil du rasoir, autant là, pareil, le sentiment qu'on a un peu cassé la dynamique positive qu'on avait réussi à insuffler au cours des dernières séances, voire même semaines. Le BTC, je suis pas fan. Autant l'Ethereum, ça reste propre. On fera le point juste après. Autant le BTC, là, bon, j'attends de voir où est-ce qu'on peut aller. Pour le coup, je serais toujours intéressé sur cette zone. Si on peut aller
$4000 plus bas, là, ça m'intéresse pour tenter des achats, comme toujours. Ensuite, ce sera un peu plus bas, les 30 000, mais pour l'heure, on n'y est pas. Mais ici, tenter un achat ici, absolument pas. Et pareil, je voulais pas trop m'exposer sur le BTC avec la publication des grosses techs cette semaine, car pour l'instant, c'est un copier-coller du Nasdaq. Voilà. Toute la baisse ici, c'est vraiment du synchronisé parfaitement avec le Nasdaq. Donc, pas envie de prendre les paris sur les publications des résultats pour savoir si elles vont être bonnes ou décevantes. Microsoft, pour l'instant, c'est plutôt bien accueilli. Google, décevant. Bon, la plus regardée, c'est pas Microsoft ni Apple, ce sera Apple. Forcément, c'est la seule valeur tech qui, pour l'instant, ne chute pas. Et derrière, si Apple déçoit, autant vous dire que le BTC pourrait derrière perdre encore un peu plus. Donc, je reste à l'écart, je note les niveaux, une dégradation aussi. Maintenant, on fera le point après les résultats. Si on a une grosse bougie qui parvient à reconquérir ce niveau, tant mieux. J'accorderai un peu plus de crédit au BTC. Je surveille aussi la clôture hebdomadaire. Pour le coup, là, on est un peu sur le fil du rasoir, ça tient toujours. Si la clôture est bonne, pareil, je reverrai peut-être ma feuille de route, mais pour l'heure, je trouve que c'est fragile. Voilà, tant que ça reste fragile, sur les achats, je me méfie. L'Ethereum, pour le coup, c'est plus sexy. Ça tient. Voilà, rien à dire, ça tient. À la croisée des chemins, là aussi. Un beau chandelier de retournement qui nous dit ok, il faut payer, la borne basse va tenir. Allons-y, stop loss sous les plus bas et on va chercher les résistances. J'aimerais bien que ce soit le cas et qu'on ait ce genre de configuration là. Mais là, pareil, je vais attendre la fin des résultats de la semaine pour me prononcer plus sereinement sur l'Ethereum et dire ok, ce niveau tient, les résultats n'ont pas trop impacté les cryptos, le Nasdaq reprend un peu des couleurs, on peut tenter quelque chose. Tout simplement car je n'ai pas de chandelier de retournement. Vous voyez ici, j'ai aucun signal de retournement. J'ai pas une belle bougie flux en données 4 heures qui me dit ok, c'est bon, on peut y aller, on a un beau chandelier de retournement sur zone, on y va, on tente au moins une première fois. Là, malheureusement, j'ai pas eu de bougie m'indiquant vraiment qu'il y avait un véritable flux acheteur qui était en train de se mettre en place. Donc, par conséquent, en l'absence de signal, comme je ne sais pas si ce bas de canal va tenir ou pas, eh bien, je me fie au Nasdaq, malheureusement, encore une fois, et j'attends la fin des résultats. Et si ce niveau est amené à tenir, eh bien, pourquoi pas tenter de nouveau un achat. Au contraire, si ça cède, tant pis, on attendra patiemment la prochaine zone. Peut-être que certains voudront tenter une vente, c'est pas interdit, on a aussi le droit de vendre les crypto-monnaies. Auquel cas, le TP1 à aller chercher, ce sera les 2545. Mais pour l'heure, marché des cryptos et attentiste, très clairement. Et scrute les big tech qui vont continuer de publier leurs résultats cette semaine. Donc, affaire à suivre. On fera le point d'ici là. Malheureusement, j'ai oublié de vous le dire, mais je suis absent vendredi. Donc, je ne pourrai pas faire le suivi juste après les résultats de Apple, Amazon qui doivent publier jeudi après la clôture. Donc, pour ma part, pas de briefing des marchés. Vendredi, le dernier sera demain. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés, notamment avec les résultats des sociétés. Donc attention sur les overnight pour garder vos trades la nuit, notamment sur les indices. Surveillez votre exposition, comme toujours. Et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.